Dans les archives secrètes de l'abbaye de Sainte-Clotilde, un document daté de 1806 porte une inscription qui glaça le sang de celui qui la découvrit. « Sœur Marguerite de Beaumont n'est jamais partie. Elle n'a jamais quitté ses murs. Son corps repose encore parmi nous, et avec lui les preuves d'une vérité que des familles entières ont payé pour faire disparaître. » Avant de poursuivre cette histoire troublante qui hanta la Normandie pendant plus d'un siècle et dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Votre présence nous accompagne dans ces récits sombres du passé français, où la vérité a parfois mis des siècles à émerger de l'ombre. L'année 1689 marquait une époque de tensions religieuses profondes en France. Louis XIV avait révoqué l'édit de Nantes 4 ans plus tôt, déclenchant une vague de persécutions contre les protestants et renforçant l'emprise du catholicisme sur le royaume. Dans cette atmosphère de surveillance religieuse stricte, les monastères et couvents devenaient des refuges, mais aussi des prisons dorées pour ceux qui s'y trouvaient enfermés. La moindre déviation religieuse était sévèrement punie et l'Église catholique jouissait d'un pouvoir presque absolu sur la vie spirituelle et sociale du royaume. L'abbaye de Sainte-Clotilde se dressait majestueusement dans la campagne normande, à 3 lieues de Rouen, sur un promontoire dominant la vallée de la Seine. Ces hauts murs de pierre grise, construits au XIIe siècle par les moines cisterciens, avaient été agrandis et fortifiés au fil des siècles. L'ensemble formait un complexe imposant. Une église abbatiale aux voûtes gothiques, un cloître aux arcades élégantes, des bâtiments conventuels sur 3 niveaux, des jardins clos, des communs et même une ferme autonome qui permettait à la communauté de vivre en autarcie complète. L'établissement abritait une communauté de 52 religieuses cloîtrées, issues pour la plupart de la noblesse normande et parisienne. L'abbaye jouissait d'une réputation irréprochable dans toute la région. Les familles nobles y envoyaient leurs filles cadettes pour une vie de prière et de dévotion, tout en s'assurant que les héritages familiaux restent concentrés sur les fils aînés. Certaines de ces femmes apportaient avec elles des dots considérables qui contribuaient à la richesse croissante de l'institution. Les revenus de l'abbaye provenaient non seulement de ces dots, mais aussi de vastes propriétés agricoles, de rentes foncières et d'un atelier de broderie religieuse réputé dans tout le royaume. Les ornements liturgiques confectionnés par les sœurs de Sainte-Clotilde ornaient les autels de nombreuses églises, y compris certaines chapelles de Versailles. Cette prospérité économique ajoutait encore au prestige de l'établissement. Mère supérieure Agnès de Fontainebleau dirigeait cette communauté d'une main de fer depuis 15 années particulièrement prospère. Femme de 60 ans aux traits sévères mais distingués, elle descendait d'une ancienne famille de la noblesse de robe. Entrée très jeune au couvent après la mort de ses parents dans un accident de carrosse, elle avait gravi tous les échelons de la hiérarchie monastique grâce à son intelligence remarquable et ses talents d'administratrice. Sous sa direction, l'abbaye avait connu un développement économique sans précédent. Elle entretenait une correspondance suivie avec de hautes personnalités de la cour, des banquiers parisiens et même certains ministres du roi. Sa réputation de gestionnaire habile et de femme de conseil dépassait largement les limites de la Normandie. Jamais un scandale n'avait entaché la réputation de son abbaye sous son administration. Mère Agnès avait instauré une discipline exemplaire. Les religieuses suivaient la règle de Saint-Benoît avec une rigueur absolue. Lever à 3 heures du matin pour matines, 7 offices quotidiens, travail manuel de 6 heures par jour, silence presque permanent, sauf pendant les récréations strictement réglementées. Les parloirs avec les familles étaient limités à 1 fois par mois, sous surveillance constante. Aucune lettre ne sortait de l'abbaye sans avoir été lue et approuvée par la mère supérieure. Cette organisation rigide créait néanmoins une atmosphère particulière. Les religieuses évoluaient dans un monde clos, où chaque geste, chaque parole, chaque pensée même, semblait contrôlée. Certaines s'épanouissaient dans cette structure protective, mais d'autres ressentaient parfois une oppression subtile qu'elles n'osaient exprimer.
Le moindre murmure de contestation était immédiatement réprimé par des pénitences sévères ou des isolements prolongés. Parmi ces femmes vouées à Dieu, sœur Marguerite de Beaumont se distinguait par sa beauté troublante et son intelligence remarquable qui ne passait inaperçue de personne. Âgée de 25 ans, elle était entrée au couvent 5 années plus tôt, envoyée par sa famille après un mariage manqué avec le duc de Bretteville, un homme influent de la cour normande. Les circonstances exactes de cette rupture demeuraient mystérieuses, mais les langues allaient bon train dans les salons de Rouen. Selon certaines rumeurs, Marguerite aurait refusé le mariage au dernier moment, prétextant un appel divin vers la vie religieuse. D'autres versions, plus scabreuses, évoquaient un scandale étouffé, une liaison compromettante ou même une grossesse cachée. Sa famille, les Beaumont de Crécy, avait choisi le silence et l'exil doré plutôt que l'exposition publique. Marguerite possédait une écriture élégante et maîtrisait le latin mieux que le chapelain lui-même, l'abbé Germain de Montsoreau, un homme cultivé pourtant formé à la Sorbonne. Elle parlait également l'italien et l'espagnol, langue qu'elle avait apprise dans sa jeunesse grâce à des précepteurs privés. Ses compétences linguistiques exceptionnelles lui avaient valu d'être chargée de toute la correspondance de l'abbaye avec l'étranger, notamment les couvents d'Italie et d'Espagne, avec lesquels sainte Clotilde entretenait des relations spirituelles et commerciales. Elle tenait également les registres avec une précision méticuleuse qui impressionnait même les inspecteurs envoyés périodiquement par l'évêché. Ses comptes étaient d'une clarté parfaite, ses inventaires d'une exactitude remarquable. Mère Agnès lui confiait de plus en plus de responsabilités administratives, au point que certaines sœurs la considéraient déjà comme une future supérieure potentielle. Physiquement, Marguerite était d'une beauté qui ne laissait personne indifférent, même sous l'habit religieux censé gommer toute séduction. Son visage ovale aux traits fins, ses yeux verts perçants qui semblaient sonder les âmes, et ses cheveux châtains aux reflets dorés, toujours soigneusement dissimulés sous son voile, mais dont quelques mèches s'échappaient parfois, créaient une aura particulière. Sa voix grave et mélodieuse résonnait magnifiquement dans la nef lors des offices. Quand elle chantait seule les versets les plus difficiles du répertoire grégorien, un silence religieux s'abattait sur l'assemblée. Même les prêtres qui venaient confesser les sœurs ou célébrer les messes solennelles semblaient troublés par sa présence. L'abbé de Montsoreau lui-même, homme pourtant réputé pour sa austérité, paraissait perdre parfois le fil de ses sermons quand son regard croisait celui de Marguerite. Cette beauté et cette intelligence exceptionnelle créaient autour d'elle une sorte de fascination qui dépassait les murs du couvent. Les rares visiteurs autorisés à pénétrer dans l'abbaye, nobles bienfaiteurs, hauts dignitaires ecclésiastiques, inspecteurs royaux, repartaient invariablement en évoquant cette religieuse remarquable qu'ils avaient brièvement aperçue. Le 23 novembre 1689, par une matinée glaciale où le brouillard épais enveloppait l'abbaye comme un linceul, transformant les bâtiments en silhouettes fantomatiques, sœur Marguerite de Beaumont disparut sans laisser la moindre trace de son passage. La journée du 22 novembre s'était déroulée de manière parfaitement normale, selon tous les témoignages recueillis. Marguerite avait participé à tous les offices avec sa ponctualité habituelle, avait travaillé l'après-midi à la correspondance dans le scriptorium et avait pris son repas du soir au réfectoire en compagnie de ses sœurs. Plusieurs religieuses se souvenaient même qu'elle semblait particulièrement sereine ce jour-là, arborant cette expression de paix intérieure que l'on remarque parfois chez ceux qui viennent de prendre une décision importante. Sœur Bénédicte de Clermont, sa compagne de cellule depuis 3 ans, fut la première à donner l'alerte. Cette femme de 40 ans, d'une piété exemplaire et d'un caractère méticuleux, avait développé avec Marguerite une amitié sincère, malgré la différence d'âge et d'origine sociale. Bénédicte venait de la petite noblesse provinciale et vouait à sa compagne plus instruite une admiration respectueuse. Selon son témoignage détaillé, elle s'était réveillée aux premières lueurs de l'aube, vers 5h30, pour découvrir le lit de Marguerite vide et froid.
Les draps étaient soigneusement tirés, la couverture pliée avec un soin maniaque, comme si personne n'y avait jamais dormi. Plus troublant encore, tous les effets personnels de la religieuse avaient disparu. L'inventaire de ces objets manquants était précis. Son bréviaire personnel en cuir rouge, offert par sa famille lors de sa prise d'habit, orné de fermoirs d'argent gravés aux armes des Beaumont. Le petit crucifix d'argent et d'ivoire qu'elle portait toujours sur sa poitrine, héritage de sa grand-mère. Ses 3 chemises de lin, ses bas de laine, son second habit pour les jours de fête. Son écritoire personnel contenant plumes, encre et cire à cacheter. Un petit coffret de bois précieux renfermant quelques bijoux familiaux qu'elle était autorisée à conserver. Et même ses souliers de cuir, confectionnés spécialement pour elle par un artisan de Rouen. Cette disparition totale des biens personnels rendait l'événement encore plus mystérieux. Jamais une religieuse ne sortait de sa cellule avec ses affaires, même pour un simple déplacement dans l'abbaye. Les règles étaient strictes. Seuls les objets nécessaires aux activités quotidiennes étaient transportés, et toujours avec l'autorisation explicite de la mère supérieure. Mère supérieure Agnès, alertée immédiatement par sœur Bénédicte aux alentours de 6 heures, organisa des recherches méthodiques dans tout l'établissement. Son visage habituellement impassible trahissait une inquiétude inhabituelle. Elle forma plusieurs équipes de religieuses qui fouillèrent chaque recoin de l'immense complexe. Les 72 cellules réparties sur 3 étages, la chapelle principale et ses 6 chapelles latérales, le scriptorium et sa bibliothèque de 3000 volumes, les greniers de stockage, les caves voûtées qui s'étendaient sous tout le bâtiment, les jardins potagers et d'agrément, l'infirmerie, les ateliers de broderie et de reliure, les communs avec leurs réserves, et même les cryptes où reposaient les dépouilles des anciennes abbesses et bienfaitrices. Les recherches durèrent 3 jours complets. Chaque pierre semblait avoir été retournée, chaque recoin inspecté. Les sœurs explorèrent même les combles poussiéreux, descendirent dans les anciens souterrains médiévaux partiellement effondrés, vérifièrent les puits, sondèrent les murs à la recherche de passages secrets. Rien. Pas la moindre trace de sœur Marguerite, pas le plus petit indice de sa présence ou de son passage. Ce qui rendait la disparition encore plus mystérieuse, c'était l'impossibilité pratique absolue de quitter l'abbaye sans être vue. L'enceinte formait un rectangle parfait de 150 mètres sur 200, entièrement clos par des murs s'élevant à plus de 4 mètres de hauteur, surmontés de tessons de verre scellés dans le mortier selon une technique mise au point par les maçons militaires. Cette protection, installée 50 ans plus tôt après des troubles locaux, rendait l'escalade pratiquement impossible. Une seule porte donnait sur l'extérieur, un portail de chêne massif renforcé de ferrures, fermé par 3 serrures différentes et gardé jour et nuit par frère Anselme de Granville, un homme de 50 ans d'une loyauté à toute épreuve. Cet ancien soldat, blessé pendant les guerres de Hollande et reconverti dans la vie religieuse, prenait ses fonctions de portier avec un sérieux militaire. Il logeait dans une cellule attenante au portail et ne dormait que d'un œil, gardant toujours une oreille attentive aux bruits nocturnes. Frère Anselme jurait ses grands dieux n'avoir vu personne sortir depuis plusieurs jours. Ses registres, tenus avec une précision maniaque, ne mentionnaient aucune sortie depuis la visite de l'inspecteur de l'évêché le 18 novembre. Il conservait d'ailleurs les 3 clés du portail dans un coffret personnel dont lui seul connaissait la combinaison. Les fenêtres des cellules étaient munies de barreaux en fer forgé installés lors de la construction originelle. Celles du rez-de-chaussée, bien que moins hautes, demeuraient trop petites pour permettre le passage d'un adulte. Les ouvertures ne mesuraient que 60 cm de largeur pour 80 de hauteur. Les fenêtres des étages supérieurs, plus larges, donnaient sur une cour intérieure ou sur l'extérieur à une hauteur qui rendait toute évasion suicidaire. Un système de surveillance discrète mais efficace régissait d'ailleurs la vie de l'abbaye. Certaines sœurs, choisies pour leur discrétion et leur loyauté envers mère Agnès, avaient pour mission informelle de signaler tout comportement inhabituel parmi leurs compagnes.
Cette surveillance mutuelle, présentée comme une forme de charité chrétienne destinée à aider les sœurs en difficulté spirituelle, créait un réseau d'informations qui rendait pratiquement impossible tout mouvement clandestin. Mère Agnès convoqua chaque religieuse individuellement pour un interrogatoire serré qui se déroula dans son bureau personnel, une pièce austère mais imposante, située au 2e étage du bâtiment principal. Les murs étaient recouverts de portraits d'anciennes abbesses, créant une atmosphère solennelle et légèrement intimidante. Un grand crucifix d'ébène dominait la pièce, tandis qu'une fenêtre donnait sur la cour d'honneur permettait de surveiller les allées et venues. Ces entretiens, menés avec la rigueur d'un procès canonique, révélèrent une troublante unanimité. Toutes affirmaient n'avoir rien vu, rien entendu d'inhabituel cette nuit-là. Sœur Marguerite s'était couchée normalement après complice vers 21h, suivant scrupuleusement la routine habituelle. Elle avait participé à la prière du soir avec son recueillement coutumier, sans manifester la moindre agitation. Plusieurs détails émergèrent néanmoins de ces interrogatoires. Sœur Catherine de Vaucelles, qui dirigeait l'atelier de broderie, mentionna que Marguerite semblait plus sereine que d'ordinaire depuis quelques jours, comme si elle avait trouvé la paix après une longue période de troubles intérieurs. Cette observation intrigua Mère Agnès, qui n'avait remarqué aucun signe de perturbation chez sa protégée. Sœur Geneviève de Rambouillet, l'une des plus anciennes de la communauté, évoqua une conversation qu'elle avait eue avec Marguerite 3 jours avant la disparition. La jeune femme lui avait posé des questions étranges sur l'histoire de l'abbaye, s'intéressant particulièrement aux religieuses qui avaient quitté l'établissement au cours des décennies précédentes. Ces questions avaient surpris sœur Geneviève, car Marguerite n'avait jamais manifesté d'intérêt pour l'histoire locale. L'abbé Germain de Montsoreau, chapelain de l'abbaye, apporta un élément troublant. Selon lui, Marguerite était venue le voir en confession le 20 novembre, soit 3 jours avant sa disparition. Sans pouvoir révéler le contenu de cette confession, il indiqua que la jeune femme semblait portée par une résolution nouvelle, et qu'elle avait demandé des prières particulières pour avoir la force d'accomplir la volonté divine. Sœur Bénédicte, interrogée plus longuement en raison de sa proximité avec la disparue, fournit des détails plus précis sur les derniers jours de sa compagne de cellule. Marguerite avait effectivement semblé différente depuis 1 semaine environ. Elle dormait mal, se réveillait souvent en pleine nuit pour prier silencieusement, et passait de longs moments à contempler un petit médaillon qu'elle conservait dans son coffret personnel. Un bijou que Bénédicte n'avait jamais remarqué auparavant. Plus troublante encore, Marguerite avait commencé à poser des questions subtiles sur la disposition des bâtiments, s'intéressant notamment aux anciens passages qui reliaient autrefois l'abbaye à l'extérieur. Elle avait même évoqué les légendes locales, selon lesquelles des souterrains secrets permettaient aux moines cisterciens de l'époque de se déplacer discrètement pendant les périodes troubles. L'abbesse fit appeler le bailli de Rouen, maître Pierre Fournier, un homme pragmatique de 55 ans, habitué aux affaires délicates, impliquant le clergé. Sa réputation de discrétion et d'efficacité en faisait le recours habituel des institutions religieuses confrontées à des problèmes embarrassants. Fournier arriva à l'abbaye le 26 novembre, accompagné de son greffier et de 2 hommes d'armes. Sa première impression fut celle d'un établissement parfaitement ordonné, où rien ne semblait pouvoir troubler la sérénité apparente. Mais son expérience lui avait appris que cette façade impeccable cachait parfois les secrets les mieux gardés. Ses investigations durèrent 3 jours. Il interrogea de nouveau chaque religieuse, vérifia l'état des serrures, examina les murs d'enceinte, descendit dans les caves et les cryptes, et même sonda certaines sections de murailles à la recherche de passages dissimulés. Son expertise de magistrat lui permettait de détecter les mensonges et les omissions, mais il ne trouva rien de suspect dans les témoignages recueillis. Une seule anomalie attira son attention. En examinant le registre des entrées et sorties tenues par frère Anselme, il remarqua que plusieurs pages correspondant aux semaines précédant la disparition avaient été arrachées avec soin. Quand il questionna le portier à ce sujet,
Celui-ci prétendit avoir renversé de l'encre sur ces pages et les avoir retirées pour maintenir la propreté du registre. L'explication était plausible, mais l'absence de traces d'encre sur les pages suivantes intrigua le magistrat. Après cette enquête minutieuse, Fournier ne put que constater l'évidence troublante. Sœur Marguerite de Beaumont s'était volatilisée comme si la terre l'avait engloutie, dans un lieu apparemment hermétiquement clos et sous la surveillance constante d'une communauté religieuse disciplinée. Les semaines qui suivirent la disparition furent marquées par un silence pesant qui s'abattit sur l'abbaye comme une chape de plomb, transformant imperceptiblement l'atmosphère de la communauté. Mère Agnès avait donné des consignes strictes lors d'un chapitre exceptionnel réunissant toutes les religieuses. Aucune ne devait mentionner l'incident à l'extérieur, sous peine d'exclusion immédiate de la communauté. Ce qui se passe entre ces murs sacrés doit y rester, répétait-elle lors de chaque chapitre hebdomadaire, ses yeux gris acier balayant l'assemblée pour s'assurer que le message était bien compris. Notre réputation, construite au fil des siècles, ne doit pas être ternie par des spéculations malveillantes. Sœur Marguerite a choisi sa voie, respectons son choix et n'en parlons plus. Mais les secrets ont une façon particulière de suinter à travers les pierres les plus épaisses et les volontés les plus fermes. Les domestiques qui apportaient les provisions 3 fois par semaine, le boulanger du village, le marchand de tissus, les fermiers des environs, commencèrent à remarquer une atmosphère différente. Les religieuses chargées des achats semblaient plus tendues, moins bavardes. Les commandes avaient même diminué, comme si la communauté s'était resserrée sur elle-même. Ces hommes simples, habitués depuis des années aux plaisanteries discrètes et aux nouvelles échangées avec les sœurs, ne pouvaient manquer de remarquer ces changements. Leurs épouses, leurs voisins, les habitués des tavernes locales furent bientôt au courant qu'il se passait quelque chose d'inhabituel à Sainte-Clotilde. Les familles des religieuses commencèrent également à poser des questions embarrassantes. Pourquoi ne recevait-elle plus de nouvelles de sœur Marguerite? Ses lettres, habituellement si régulières, elle écrivait à sa famille tous les 15 jours avec une ponctualité remarquable, avaient cessé d'arriver brutalement. Sa sœur aînée, Marie-Charlotte de Beaumont, épouse du comte de Bretteville, envoya plusieurs courriers inquiets à l'abbaye. Mère Agnès développa alors une version officielle des événements, soigneusement élaborée pour répondre à ces questions pressantes. Selon cette version, sœur Marguerite avait ressenti un appel mystique particulièrement puissant vers une vie de contemplation plus stricte. Elle avait demandé à être transférée dans un monastère de contemplative pure, probablement chez les Clarisses d'un couvent des Pyrénées réputé pour son austérité exceptionnelle. Cette explication présentait l'avantage de flatter l'orgueil familial. Avoir une fille devenue une mystique remarquable était plutôt honorable, tout en justifiant l'absence totale de nouvelles. Ces couvents de contemplatives observaient effectivement des règles de silence si strictes que toute correspondance avec l'extérieur était interdite. L'histoire satisfit temporairement les curiosités familiales, mais des questions demeuraient pour les esprits les plus pointilleux. Comment expliquer que la famille de Beaumont n'ait reçu aucune notification officielle de ce transfert? Pourquoi l'évêché, interrogé discrètement par un cousin chanoine de la cathédrale de Rouen, ne semblait-il au courant de rien? Et surtout, pourquoi l'abbaye des Pyrénées, contactée par des voies détournées, affirmait-elle n'avoir reçu aucune nouvelle pensionnaire depuis plus d'1 an? Ces incohérences n'échappèrent pas à tous, mais l'influence de Mère Agnès et la réputation impeccable de l'abbaye dissuadaient les investigations trop poussées. De plus, remettre en question la parole d'une abbesse respectée revenait à s'attaquer à l'institution religieuse elle-même, démarche dangereuse en ces temps de surveillance étroite de l'orthodoxie catholique. Au fil des mois, l'atmosphère de l'abbaye changea imperceptiblement mais profondément. Les religieuses parlaient moins pendant les récréations autorisées, priaient avec une ferveur qui ressemblait parfois à de la despération, évitaient certains couloirs sans raison apparente. Plusieurs sœurs demandèrent à changer de cellule, prétextant des courants d'air, des bruits nocturnes ou des impressions pénibles qu'elles ne parvenaient pas à expliciter clairement.
La cellule qu'avait partagée Marguerite demeura vide pendant près d'1 an, malgré l'arrivée de nouvelles postulantes. Mère Agnès prétextait des travaux de réfection, mais aucun ouvrier ne fut jamais vu dans cette partie du bâtiment. Sœur Bénédicte fut relogée dans une cellule individuelle, privilège rare qu'elle n'avait jamais demandé et qui ne lui apportait apparemment aucune satisfaction. Sœur Bénédicte, justement, développa une nervosité chronique qui inquiéta l'infirmière de l'abbaye. Elle sursautait au moindre bruit, dormait mal malgré les tisanes de verveine et de valériane, perdait l'appétit au point que sa santé commença à en souffrir. Ses mains tremblaient parfois pendant les offices, et sa voix se brisait quand elle devait chanter seule certains versets. Lors des confessions hebdomadaires avec l'abbé de Montsoreau, elle répétait des phrases énigmatiques qui troublaient profondément le prêtre. « Je sais qu'elle est encore là, mon père. Je la sens parfois, la nuit. Elle me regarde depuis les ombres. Elle essaie de me dire quelque chose, mais je n'arrive pas à comprendre. » L'abbé, homme cultivé mais superstitieux comme beaucoup de son époque, commença à s'interroger sur la nature exacte de ces visions. Relevaient-elles de troubles spirituels, de manifestations mystiques ou de simples hallucinations provoquées par le chagrin? Il consulta discrètement d'autres prêtres de sa connaissance, mais leurs avis divergeaient. D'autres religieuses commencèrent à rapporter des phénomènes étranges. Sœur Anne de Conflans, chargée du nettoyage de la chapelle, trouvait parfois des cierges allumés le matin alors qu'elle était certaine de les avoir éteints la veille. Sœur Marie de Pontoise, responsable de la bibliothèque, découvrait régulièrement des livres ouverts sur le pupitre de lecture, toujours aux mêmes pages, celles qui traitaient de la résurrection des morts et du jugement dernier. Sœur Thérèse de Rouilly, qui s'occupait des jardins, remarqua que certaines fleurs semblaient pousser avec une vigueur anormale à un endroit précis du potager, près du mur sud. Cette zone, auparavant peu fertile, produisait maintenant des roses d'une beauté exceptionnelle qui fleurissaient même en plein hiver, phénomène que son expérience de jardinière ne parvenait pas à expliquer. Ces incidents, pris isolément, pouvaient paraître anodins, mais leur accumulation créait une atmosphère troublante qui affectait progressivement toute la communauté. Mère Agnès elle-même semblait parfois distraite pendant les offices, perdant le fil de ses oraisons ou fixant d'un air absent certains points de la chapelle. L'hiver 1690 apporta son lot d'épreuves supplémentaires à l'abbaye déjà fragilisée par les événements mystérieux. Une épidémie de fièvre typhique frappa durement la région normande, n'épargnant ni les paysans, ni la noblesse. L'abbaye, malgré ses murs et sa relative autarcie, ne put échapper totalement au fléau. La maladie emporta d'abord sœur Marguerite de Coulommiers, une religieuse de 70 ans qui dirigeait l'infirmerie depuis 20 ans. Puis ce fut le tour de sœur Clotilde de Montclair, l'ancienne bibliothécaire âgée de 65 ans, femme cultivée qui connaissait l'histoire de l'abbaye mieux que quiconque. En l'espace de 6 semaines, 4 religieuses âgées succombèrent à l'épidémie, créant un vide douloureux dans la hiérarchie informelle de la communauté. Dans ce contexte de deuil et d'angoisse sanitaire, les défenses psychologiques de certaines religieuses s'affaiblirent. C'est alors que de nouveaux éléments troublants émergèrent, comme si la mort elle-même libérait des secrets longtemps enfouis. Sœur Clotilde de Montclair, sur son lit de mort, dans les dernières heures d'agonie où la fièvre lui donnait parfois une lucidité surnaturelle, avait confié des paroles énigmatiques à sa remplaçante, sœur Agnès de Touraine. « Cherchez dans les registres de 1654, ma fille. Il y a eu d'autres disparitions avant Marguerite. Regardez aussi 1638 et 1621. Mère Agnès sait, elle a toujours su. Les anciens documents, dans la section interdite, derrière les traités de théologie. Ces révélations, chuchotées dans le secret de l'infirmerie, pendant que Mère supérieure était occupée aux funérailles des autres victimes de l'épidémie, électrisèrent sœur Agnès de Touraine. Cette femme de 40 ans, entrée au couvent après un veuvage précoce, possédait un caractère déterminé et un esprit analytique qui l'avait naturellement porté vers la gestion de la bibliothèque. Profitant des désorganisations causées par l'épidémie, elle décida d'explorer systématiquement les archives de l'abbaye.
Cette investigation clandestine lui prit plusieurs semaines, menée par bribes pendant les heures de nuit où elle prétextait des insomnies pour se rendre dans la bibliothèque. Ce qu'elle découvrit la glaça d'effroi et confirma ses pires pressentiments. En 1654, soit 36 ans plus tôt, une religieuse nommée sœur Élisabeth de Varennes avait effectivement mystérieusement disparu. Les circonstances, consignées dans un registre que la poussière et l'humidité avaient partiellement détérioré, présentaient des similitudes troublantes avec le cas de Marguerite. Disparition nocturne, absence totale de traces, effets personnels volatilisés. Le registre mentionnait que sœur Élisabeth, âgée de 23 ans, était d'une beauté remarquable et d'une intelligence exceptionnelle. Elle s'occupait de la correspondance de l'abbaye et parlait plusieurs langues. Sa famille, les Varennes de Tancarville, avait d'abord exprimé des inquiétudes, puis s'était mystérieusement tue après une entrevue avec l'abbesse de l'époque, mère Jeanne de Beauvais. Plus troublant encore, en remontant méthodiquement dans les archives, sœur Agnès de Touraine découvrit d'autres cas similaires. En 1638, sœur Marie-Catherine de Rohan avait rejoint un couvent de contemplatives sans laisser d'adresse. En 1621, sœur Isabelle de Montmorency avait répondu à un appel mystique vers une destination inconnue. En 1605, sœur Françoise de Laval. Un modèle sinistre se dessinait avec une régularité qui ne pouvait être fortuite. Environ tous les 15 à 20 ans, une religieuse de l'abbaye Sainte-Clotilde disparaissait sans laisser de traces. Toutes étaient jeunes, entre 20 et 30 ans. Toutes étaient décrites comme d'une beauté remarquable. Toutes étaient intelligentes, cultivées, issues de familles nobles. Toutes avaient été envoyées au couvent par leur famille pour des raisons qui n'étaient jamais clairement explicitées dans les documents officiels. Sœur Agnès de Touraine remarqua également une constante troublante. Ces disparitions survenaient toujours pendant les mandats d'abbesses particulièrement prospères, économiquement. L'abbaye semblait connaître des périodes d'enrichissement rapide qui coïncidaient avec ces événements mystérieux. Armée de ces découvertes accablantes, elle décida de partager ses trouvailles avec deux autres religieuses en qui elle avait confiance. Sœur Geneviève de Rambouillet, l'une des plus anciennes de la communauté, et sœur Marie-Jeanne de Pontchartrain, une femme de 35 ans au caractère résolu qui dirigeait l'atelier de broderie. La révélation de ces documents provoqua un choc profond chez les trois femmes. Elles réalisèrent qu'elles étaient potentiellement en présence d'un crime organisé qui se perpétuait depuis des décennies, protégées par le secret monastique et la respectabilité de l'institution. Sœur Geneviève, forte de ses 55 ans et de sa connaissance intime de la communauté, décida d'affronter directement mère Agnès. Cette confrontation, qu'elle prépara soigneusement, aurait lieu dans le bureau de l'abbesse par un après-midi de février 1691, alors que le vent glacial faisait gémir les volets et que la neige tombait sur les jardins silencieux. L'entrevue eut lieu dans le bureau austère de mère Agnès, dominé par un grand crucifix d'ébène et les portraits sombres des anciennes supérieures qui semblaient observer la scène de leurs yeux peints. L'abbesse, vêtue de sa robe noire stricte, se tenait droite derrière son bureau de chêne massif, ses mains pâles croisées devant elle. « Ma mère », commença sœur Geneviève d'une voix qu'elle s'efforçait de maintenir ferme, « nous avons trouvé des documents troublants dans les archives de notre abbaye, des mentions de religieuses qui ont disparu au fil des décennies, dans des circonstances qui ressemblent étrangement à celles de notre pauvre sœur Marguerite. » Le visage de mère Agnès se figea imperceptiblement. Ses yeux gris acier, habituellement si expressifs malgré leur froideur, devinrent soudain opaques comme de la pierre. Un silence pesant s'installa dans la pièce, troublé seulement par le tic-tac régulier de l'horloge et le sifflement du vent dehors. « Les archives de cette abbaye, ma fille, » répondit-elle finalement d'une voix parfaitement contrôlée, « contiennent de nombreux documents anciens, couvrant plus de 5 siècles d'existence. Certains sont incomplets, d'autres reflètent des périodes troublées où les registres n'étaient pas tenus avec la rigueur que nous connaissons aujourd'hui. Il faut se garder d'interpréter des coïncidences comme des patterns significatifs.
Mais ces disparitions, ma mère, insista sœur Geneviève, elles suivent un schéma trop régulier pour être fortuites. Toujours des jeunes femmes, toujours dans des circonstances identiques, toujours suivies du même silence. Il n'y a aucun schéma, coupa sèchement l'abbesse, sa voix se durcissant légèrement. Il y a eu des transferts vers d'autres établissements, des départs volontaires pour des vocations plus strictes, des décès parfois mal documentés durant les épidémies ou les troubles politiques. Cette abbaye a traversé les guerres de religion, les épidémies de peste, les conflits avec les protestants, les troubles de la Fronde. Nos archives reflètent cette histoire mouvementée, pas un mystérieux complot. Mère Agnès se leva de son fauteuil, sa haute silhouette se découpant contre la fenêtre où la neige continuait de tomber. Elle fit quelques pas vers les portraits de ses prédécesseuses, comme pour chercher leur soutien silencieux. De plus, continua-t-elle en se retournant vers sœur Geneviève, je trouve préoccupant que certaines d'entre vous fouillent nos archives sans autorisation. La bibliothèque contient des documents confidentiels, des correspondances privées, des affaires délicates qui ne regardent que la hiérarchie de l'abbaye. Cette curiosité, malsaine, me déçoit profondément. Sœur Geneviève sentit la menace sous-jacente dans ses paroles, mais sa détermination ne faiblit pas. Ma mère, nous ne cherchons pas à nuire à notre chère abbaye. Nous voulons simplement comprendre ce qui est arrivé à sœur Marguerite. Et si d'autres ont connu le même sort, sœur Marguerite a choisi sa voie, répliqua fermement mère Agnès, comme d'autres avant elle ont choisi la leur. Dieu appelle parfois ses servantes vers des chemins que nous ne comprenons pas immédiatement. Notre rôle n'est pas de questionner ses desseins, mais de les accepter avec humilité. L'abbesse retourna à son bureau et fixa sœur Geneviève avec une intensité glaciale qui fit frissonner la religieuse. « Ma chère enfant », reprit-elle d'une voix plus douce, mais où perçait une fermeté inflexible, « je comprends votre trouble face à la disparition de notre pauvre Marguerite. Le chagrin peut parfois égarer notre jugement et nous faire voir des mystères là où il n'y en a pas. Mais parfois, il vaut mieux accepter les épreuves que la Providence nous envoie, plutôt que de chercher des explications qui n'apporteraient que souffrance et confusion. » Elle marqua une pause, laissant ses paroles faire leur effet. « Je compte sur votre sagesse et votre obéissance pour mettre fin à ces investigations, et pour conseiller à vos compagnes de se consacrer à leurs devoirs spirituels plutôt qu'à des spéculations vaines. L'abbaye traverse une période difficile avec cette épidémie. Nous avons besoin d'unité, pas de division. » Sœur Geneviève comprit qu'elle était congédiée, mais aussi que sa démarche avait alerté mère Agnès. En sortant du bureau, elle croisa le regard de l'abbesse et y lut une détermination qui la glaça. Elle venait de passer une ligne invisible, et les conséquences de cette transgression ne tardèrent pas à se manifester. L'été 1691 marqua un tournant dramatique dans l'atmosphère de l'abbaye, comme si l'affrontement entre sœur Geneviève et mère Agnès avait libéré des forces jusqu'alors contenues. Plusieurs incidents troublants vinrent perturber la routine monastique et alimenter les soupçons grandissants des religieuses qui avaient découvert les archives compromettantes. D'abord, il y eut l'incident de la crypte qui ébranla même les sœurs les plus sceptiques. Sœur Marguerite de Sens, une novice de 22 ans arrivée récemment d'un couvent de Bretagne, descendit dans les souterrains un matin de juillet pour chercher de vieux parchemins liturgiques que mère Agnès lui avait demandé de retrouver pour une cérémonie spéciale. La crypte de Sainte-Clotilde s'étendait sous toute la surface de l'église abbatiale, formant un dédale de couloirs voûtés et de salles funéraires où reposaient les dépouilles des anciennes abbesses et des bienfaitrices de l'établissement. L'endroit, éclairé seulement par quelques torches et des chandelles, était naturellement lugubre. Mais sœur Marguerite de Sens était une jeune femme courageuse, habituée aux tâches difficiles. Elle redescendit en courant moins d'une heure plus tard, le visage livide, les mains tremblantes, haletante comme si elle avait affronté le diable en personne. Selon son témoignage bouleversant, elle avait entendu des gémissements étouffés provenant de derrière le mur du fond de la crypte, dans une section où aucune sépulture n'était censée se trouver. Ce n'étaient pas les gémissements d'un mort,
répétait-elle en sanglotant dans les bras de sœur Geneviève. C'était comme quelqu'un qui appelait au secours, mais très faiblement, comme si cette personne était enterrée vivante. Cette révélation sema la panique parmi les religieuses qui avaient découvert les documents compromettants. Sœur Geneviève, sœur Agnès de Touraine et sœur Marie-Jeanne décidèrent de descendre ensemble, vérifier ces allégations troublantes, emmenant avec elles 2 autres sœurs pour témoigner. Quand les 5 femmes redescendirent dans la crypte, munies de torches et de lanternes, elles ne trouvèrent rien d'anormal au premier examen. Mais sœur Agnès de Touraine, qui possédait des connaissances en architecture grâce à son défunt époux ingénieur, remarqua immédiatement une anomalie frappante. Le mortier entre certaines pierres du mur du fond était effectivement plus récent que le reste de la construction. La couleur était différente, la texture moins patinée par le temps. Plus troublant encore, en examinant attentivement les joints, on distinguait des traces d'outils récents, comme si une section du mur avait été démontée puis reconstruite dans les dernières années. « Cette partie du mur a été refaite », murmura sœur Agnès de Touraine à ses compagnes. « Regardez ces pierres, elles sont légèrement différentes des autres. Et ce mortier, il n'a pas plus de 2 ou 3 ans. » L'examen plus approfondi révéla d'autres détails troublants. Le sol devant cette section de mur était légèrement surélevé par rapport au niveau général de la crypte, comme si on avait ajouté une couche de pierre et de mortier pour niveler l'ensemble. Des traces de chaux blanches maculaient encore discrètement le bas du mur, révélant des travaux de maçonnerie récents. Cette découverte conforta les soupçons les plus terribles des 5 religieuses. Si leurs hypothèses étaient correctes, si les disparitions cachaient effectivement des meurtres, cette section de mur récemment refaite pourrait bien dissimuler. Elles n'osaient formuler cette pensée jusqu'au bout. Quelques jours plus tard, un second incident vint renforcer leurs craintes. Sœur Agnès de Touraine, qui s'occupait du potager depuis qu'elle avait remplacé l'ancienne jardinière décédée de l'épidémie, fit une découverte macabre en retournant la terre près du mur sud de l'enceinte. En bêchant pour planter de nouveaux légumes dans une zone jusqu'alors inexploitée, sa bêche heurta un objet dur enterré à faible profondeur. En dégageant délicatement la terre, elle découvrit un fragment de tissu noir de qualité, partiellement décomposé mais encore identifiable. La texture et le tissage correspondaient exactement aux habits religieux portés par les sœurs de l'abbaye. Mais le plus troublant était la découverte d'un petit morceau de dentelle délicate attaché au tissu. Exactement le type de broderie fine que sœur Marguerite de Beaumont réalisait pendant ses heures de travail manuel. Cette dentelle, d'un motif particulier représentant des fleurs de lys entrelacées, était la signature artistique de la disparue. Sœur Agnès de Touraine reboucha immédiatement le trou et ne parla de sa découverte qu'à ses complices dans l'investigation clandestine. Cette nouvelle preuve matérielle renforçait leur conviction. Sœur Marguerite n'avait jamais quitté l'abbaye. Son corps reposait quelque part dans l'enceinte, probablement dans cette section murée de la crypte. Mais l'événement le plus troublant et le plus inexplicable survint un matin de septembre qui marqua un tournant psychologique dans l'affaire. Sœur Bénédicte, toujours hantée par la disparition de sa compagne de cellule et dont l'état mental continuait de se détériorer malgré les soins de l'infirmière, se réveilla pour découvrir sur sa table de chevet un petit bouquet de fleurs des champs liés par un ruban bleu pâle. Cette découverte la fit hurler de terreur, réveillant toutes les religieuses du couloir. Car ce bouquet était exactement identique à ceux que Marguerite confectionnait parfois en secret pour décorer discrètement leurs cellules, malgré l'interdiction formelle de Mère Agnès concernant toute ornementation personnelle. Le ruban bleu pâle, la sélection des fleurs, marguerite blanche, bouton d'or, brin de lavande, et même la façon de nouer l'ensemble était rigoureusement identique aux compositions que réalisait la disparue. Sœur Bénédicte reconnaissait parfaitement ce style, ses habitudes, cette signature artistique qu'elle avait observée pendant 3 ans de cohabitation. Mais comment expliquer la présence de ce bouquet? Personne n'avait pu pénétrer dans la cellule pendant la nuit. La porte était verrouillée de l'intérieur, selon la règle stricte de l'abbaye, et sœur Bénédicte était formelle.
Elle avait tourné la clé elle-même avant de se coucher. Les fenêtres étaient fermées et barrées, le passage par là était impossible. Les fleurs étaient fraîches, cueillies récemment, encore perlées de rosée matinale. Leur disposition sur la table de chevet était soigneuse, délicate, comme un cadeau affectueux déposé par une main familière. Cette manifestation inexplicable provoqua chez sœur Bénédicte une crise de nerfs si violente qu'il fallut faire appel au médecin de Rouen, maître Bonneau, habitué aux troubles nerveux des religieuses cloîtrées. L'homme, pragmatique et peu enclin aux superstitions, diagnostiqua une mélancolie aiguë provoquée par le chagrin et prescrivit des saignées ainsi qu'une diète à base de tisanes calmantes. Mais même ce médecin rationnel fut troublé par la précision des détails que lui fournit sœur Bénédicte concernant les habitudes de sa compagne disparue. La description du bouquet, sa composition exacte, la façon de nouer le ruban, tout correspondait à un rituel intime que seule une personne très proche pouvait connaître. Ces incidents répétés et inexpliqués commencèrent à diviser profondément la communauté. D'un côté, un groupe mené discrètement par sœur Geneviève et ses complices était convaincu qu'un terrible secret se cachait dans les murs de l'abbaye, secret lié aux disparitions mystérieuses et probablement à des crimes camouflés. Ces religieuses développèrent une méfiance croissante envers Mère Agnès et commencèrent à observer ses moindres gestes, ses déplacements, ses conversations. De l'autre côté, un groupe plus important de sœurs, fidèles à l'autorité établie et terrorisées par les implications de tout soupçon, refusaient catégoriquement d'envisager toute explication autre que des coïncidences troublantes ou des manifestations du chagrin et de l'imagination. Ces religieuses se raccrochaient aux explications officielles et soutenaient fermement Mère Agnès. Entre ces deux factions, un groupe de sœurs indécises oscillait entre peur et curiosité, n'osant prendre parti mais observant attentivement l'évolution de la situation. L'atmosphère de l'abbaye devint progressivement irrespirable, chargée de soupçons mutuels, de silences lourds de sens, de regards furtifs et de conversations chuchotées. Mère Agnès elle-même semblait sentir la pression croissante. Ses sermons devinrent plus véhéments contre les dangers de la curiosité malsaine et les tentations de l'orgueil intellectuel. Elle multiplia les punitions pour des fautes mineures, instaurait un système de surveillance renforcé où certaines sœurs étaient chargées de rapporter les comportements suspects de leurs compagnes. La tension atteignit son paroxysme quand sœur Geneviève découvrit, cachée dans la reliure défaite d'un ancien missel du XIVe siècle, une lettre qui allait tout changer. Ce document, rédigé de la main de sœur Marguerite elle-même et daté du 22 novembre 1689, soit la veille de sa disparition, révélait des éléments qui confirmaient les pires soupçons. L'écriture, habituellement si élégante et maîtrisée, était cette fois précipitée, nerveuse, tremblée par l'urgence et la peur. Très différente de la calligraphie posée que Marguerite utilisait pour la correspondance officielle, cette lettre trahissait un état d'extrême agitation. Si vous trouvez cette lettre, c'est que mes craintes les plus terribles étaient fondées et que je n'ai pas survécu à cette nuit. Je sais maintenant pourquoi les autres ont disparu avant moi. Je sais ce qui se cache réellement sous l'autel de la chapelle sud et qui visite cette crypte la nuit. Je sais pourquoi certaines familles versent des sommes considérables à notre abbaye en échange de quoi leurs filles disparaissent vers de prétendus couvents plus stricts. Mère Agnès m'a proposé hier un service particulier pour l'abbaye. Elle m'a expliqué que certaines religieuses étaient appelées à servir Dieu d'une manière différente, que ma beauté et mon intelligence pouvaient être mises au service d'une cause plus haute. Elle a évoqué des protecteurs influents, des sommes importantes, une vie confortable loin d'ici. J'ai refusé catégoriquement. Elle m'a regardé avec des yeux que je n'oublierai jamais. Pas de la colère, pas de la déception, de la résolution froide, comme si elle calculait déjà les conséquences de mon refus. Si je disparais cette nuit, cherchez derrière le tableau de Sainte Clotilde dans la chapelle sud. Cherchez dans la crypte, derrière le mur du fond. Et surtout, méfiez-vous d'elle. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. La vérité sur cette abbaye est plus terrible que
La lettre s'arrêtait là brutalement, comme si Marguerite avait été interrompue en plein milieu de sa phrase. Peut-être par un bruit suspect, peut-être par l'arrivée de quelqu'un. L'encre de la dernière phrase était même légèrement bavée, comme si la plume était tombée précipitamment. Cette découverte bouleversa sœur Geneviève et ses complices. Elle tenait enfin une preuve directe, écrite de la main même de la victime, qui confirmait leurs soupçons les plus terribles. Marguerite avait découvert l'existence d'un réseau criminel au sein de l'abbaye, avait refusé d'y participer et avait payé ce refus de sa vie. Si cette découverte vous donne des frissons et vous interroge sur les secrets que cachent nos institutions les plus respectables, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé cette nuit du 22 novembre 1689. L'automne 1691 apporta avec lui un événement qui allait tout changer et révéler enfin la vérité terrible qui empoisonnait l'abbaye depuis des décennies. L'évêque de Rouen, Monseigneur François de Harlay de Champvallon, annonça une visite d'inspection à l'abbaye Sainte-Clotilde. Ces visites pastorales, habituellement programmées des mois à l'avance avec un protocole minutieux, survenaient cette fois de manière totalement impromptue. Des rumeurs persistantes étaient parvenues aux oreilles du prélat concernant des irrégularités et des troubles spirituels à Sainte-Clotilde. Des lettres anonymes avaient été adressées à l'évêché, évoquant des disparitions suspectes, des comportements étranges et même des pratiques contraires à la règle monastique. Bien que Monseigneur de Harlay fût habitué aux dénonciations calomnieuses qui empoisonnaient parfois les communautés religieuses, l'accumulation de ces témoignages l'avait décidé à agir. De plus, des sources indépendantes lui avaient signalé des mouvements financiers inhabituels concernant l'abbaye. Certains banquiers parisiens avaient mentionné des transferts de fonds importants impliquant Sainte-Clotilde, des sommes qui paraissaient disproportionnées par rapport aux revenus officiels de l'établissement. Ces transactions, parfaitement légales en apparence, suivaient néanmoins des circuits financiers complexes qui intriguaient les professionnels du secteur. L'évêque était également préoccupé par des rapports concernant l'état mental de certaines religieuses. Le médecin de Rouen, maître Bonneau, avait discrètement fait savoir que plusieurs sœurs de Sainte-Clotilde présentaient des troubles nerveux inhabituels, des symptômes qu'il avait rarement observés dans d'autres communautés monastiques. Mère Agnès reçut la nouvelle de cette visite impromptue avec un calme apparent qui impressionna même ses détractrices. Mais plusieurs religieuses observatrices remarquèrent qu'elle semblait avoir vieilli de 10 ans en une seule journée. Ses traits s'étaient creusés, des cernes sombres marquaient ses yeux et ses mains, habituellement si fermes, tremblaient légèrement quand elle tenait ses papiers. Dans les heures qui suivirent l'annonce, Mère Agnès multiplia les réunions privées avec les sœurs les plus anciennes de la communauté, celles dont la loyauté était absolue et qui connaissaient certains secrets de l'administration abbatiale. Ces entretiens confidentiels se déroulaient dans son bureau personnel, derrière des portes soigneusement verrouillées, et duraient parfois plusieurs heures. Elle ordonna également un grand nettoyage de l'abbaye, qui dépassa largement les préparatifs habituels pour une visite épiscopale. Des zones normalement interdites furent scrupuleusement récurées. Les caves les plus profondes, certaines sections de la crypte, des greniers que personne n'avait visités depuis des années. Des ouvriers extérieurs furent même appelés pour des travaux de maçonnerie urgents dans les souterrains. Plus troublant encore, Mère Agnès fit brûler de nombreux documents dans la cheminée de son bureau. Pendant 3 nuits consécutives, les religieuses purent voir de la fumée s'échapper du conduit, et certaines, passant près du bureau, percevaient l'odeur caractéristique du parchemin qui se consume. Quand sœur Geneviève osa demander des explications, l'abbesse répondit sèchement qu'elle mettait de l'ordre dans des archives obsolètes. La veille de la visite épiscopale, sœur Geneviève prit la décision la plus audacieuse de sa vie monastique. Accompagnée de sœur Agnès de Touraine et de sœur Marie-Jeanne, elle décida d'explorer enfin la chapelle sud pendant la nuit pour vérifier les indications laissées par Marguerite dans sa lettre testamentaire.
La chapelle sud était un petit oratoire annexe, rarement utilisé pour les offices ordinaires, dédié à Sainte Clotilde, patronne de l'abbaye. Cette construction du XIVe siècle, ajoutée au plan original de l'église abbatiale, servait principalement pour les messes privées et les dévotions particulières des bienfaiteurs. Son isolement relatif et sa fréquentation réduite en faisaient un lieu idéal pour dissimuler des secrets. Au centre de cette chapelle trônait un autel de marbre noir importé d'Italie, surmonté d'un retable précieux représentant Sainte Clotilde en prière. Le tableau, œuvre d'un maître flamand du XVe siècle, était considéré comme l'un des joyaux artistiques de l'abbaye. C'est derrière cette toile que Marguerite avait indiqué chercher la vérité. En déplaçant précautionneusement le tableau avec des gestes d'une délicatesse infinie, l'œuvre valait une fortune et tout dommage aurait été immédiatement remarqué. Les trois femmes découvrirent une niche dissimulée dans le mur. Cette cachette, habilement camouflée par la pierre sculptée du retable, contenait une boîte de bois précieux marquetée d'ivoire et fermée par une serrure complexe. À l'intérieur de cette boîte, soigneusement conservée dans des étuis de cuir, se trouvaient plusieurs documents qui allaient révéler l'ampleur terrifiante du scandale. Ce qu'elles découvrirent dépassa leur pire cauchemar et expliqua enfin les disparitions mystérieuses qui hantaient l'abbaye depuis des décennies. Il s'agissait d'abord de contrats détaillés, rédigés en latin juridique et en français, datant de plus d'un siècle. Ces documents, d'une précision notariale impeccable, révélaient l'existence d'un réseau sophistiqué de trafic humain organisé par les abbesses successives de Sainte Clotilde en connivence avec des familles nobles de toute la France. Le mécanisme était d'une perversité raffinée qui exploitait les failles du système monastique et les besoins secrets de l'aristocratie. Certaines religieuses, soigneusement sélectionnées pour leur beauté exceptionnelle, leur jeunesse, leur intelligence et leur origine sociale élevée, étaient secrètement vendues à des aristocrates influents pour servir de maîtresses cultivées ou d'épouses de second rang dans leurs châteaux éloignés. Ces arrangements répondaient à plusieurs besoins de l'époque. D'une part, de nombreux nobles mariés par convenance dynastique cherchaient des compagnes raffinées et discrètes pour leurs plaisirs privés. D'autre part, certaines familles aristocratiques désiraient se débarrasser de filles encombrantes, trop intelligentes, trop indépendantes ou compromises par des scandales, tout en évitant l'opprobre public d'un renvoi ou d'un déshéritage. Les sommes échangées étaient considérables. Les contrats mentionnaient des paiements allant de 1000 à 10 000 livres par transaction, fortune colossale pour l'époque qui expliquait la prospérité mystérieuse de l'abbaye. Ces montants étaient payés en plusieurs fois. Un acompte lors de la réservation de la religieuse, le solde lors de la livraison, et parfois des rentes annuelles pour garantir le silence éternel de l'institution. La paperasse révélait également un réseau de complicité qui s'étendait bien au-delà de l'abbaye. Des nobles de la cour de Versailles, des banquiers parisiens, des magistrats corrompus, même certains prélats, participaient à ce trafic ou le protégeaient en échange de bénéfices financiers ou politiques. Les noms cités dans ces documents auraient pu ébranler les fondements de l'aristocratie française. Mais le plus choquant restait à découvrir. Au fond de la boîte se trouvait un carnet personnel tenu par Mère Agnès elle-même, détaillant méticuleusement ses transactions des 20 dernières années. Ce registre secret, rédigé dans une écriture soignée mais codée, listait les marchandises, terme utilisé pour désigner les religieuses, leurs caractéristiques, leurs prix et leur destination finale. Le nom de sœur Marguerite y figurait avec une mention qui glaça le sang des trois femmes. Marchandises exceptionnelles, demande forte de 3 acquéreurs potentiels, offre jusqu'à 8000 livres, refus catégorique de la marchandise, solution définitive adoptée le 23/11/1189, dépenses 50 livres pour discrétion du maçon, localisation, crypte nord, 5e dalle depuis l'est. Cette notation administrative, d'un cynisme glacial, confirmait le pire. Mère Agnès tenait une comptabilité précise de ces crimes comme s'il s'agissait d'opérations commerciales ordinaires.
Le terme « solution définitive » ne laissait aucun doute sur le sort réservé à celles qui refusaient de participer à ce trafic ignoble. D'autres entrées du carnet révélaient que Marguerite n'était pas la première à avoir refusé. Sœur Élisabeth de Varennes, en 1654, était mentionnée avec les mêmes codes. Refus obstiné, solution définitive, localisation. Crypte nord, troisième dalle depuis l'ouest. Sœur Marie-Catherine de Rohan, en 1638. Menace de révélation, solution définitive, localisation. Jardin sud, sous le rosier blanc. Les trois religieuses réalisèrent avec horreur qu'elles tenaient entre leurs mains la preuve d'une série de meurtres étalés sur des décennies. Les religieuses qui acceptaient leur sort disparaissaient effectivement vers des vies dorées mais secrètes dans des châteaux lointains. Celles qui résistaient, comme Marguerite de Beaumont, étaient éliminées et enterrées clandestinement dans l'enceinte même de l'abbaye. Le carnet contenait également des détails sur les méthodes utilisées. Les victimes étaient empoisonnées avec de l'arsenic dilué dans du vin de messe, produit qui ne laissait pas de traces évidentes et simulait une mort naturelle par maladie soudaine. Les corps étaient ensuite enterrés la nuit dans des fosses préparées à l'avance, généralement dans la crypte ou dans des coins isolés des jardins. Un réseau de complices assurait le silence. Un maçon corrompu pour murer les fosses, un médecin complice pour certifier les décès naturels, des domestiques payés pour leur discrétion. Même le portier, frère Anselme, était mentionné comme recevant des gratifications pour son aveuglement volontaire lors de certaines visites nocturnes. Le document le plus accablant était une lettre de recommandation signée de la main de Mère Agnès et adressée à un certain marquis de Bois-Dauphin. Cette lettre, datée de 1687, vantait les qualités de sœur Marie de Pontcaillou. Jeune femme de 24 ans, d'une beauté remarquable et d'une éducation parfaite, formée aux langues, à la musique, aux bonnes manières, discrète et obéissante, famille noble but en disgrâce, aucun risque de recherche, prix convenu, 6 000 livres, plus 200 livres de rente annuelle. Cette correspondance confirmait que le trafic était parfaitement organisé et assumé. Les religieuses n'étaient pas considérées comme des personnes, mais comme des marchandises de luxe destinées au plaisir des puissants. Leur formation intellectuelle et religieuse, leur raffinement, leur beauté, tout était exploité dans ce commerce ignoble. L'arrivée de Monseigneur de Harlay le lendemain matin coïncida avec des révélations qui ébranlèrent les fondements de l'abbaye Sainte-Clotilde. Sœur Geneviève, armée des documents découverts, sollicita immédiatement une audience privée avec l'évêque. Le prélat, homme de 60 ans aux traits sévères mais justes, écouta les accusations avec un mélange d'incrédulité et d'horreur grandissante. Quand sœur Geneviève lui présenta les contrats et le carnet personnel de Mère Agnès, son visage se durcit. « Ces accusations sont d'une gravité extrême, ma fille. Si elles s'avéraient fondées, nous serions face à des crimes qui dépassent l'entendement. » Confrontée aux preuves accablantes, Mère Agnès nia d'abord catégoriquement, puis tenta de minimiser son rôle, prétendant avoir été contrainte par des puissances supérieures qu'elle ne pouvait nommer. Mais ces explications ne convainquirent personne. L'évêque ordonna une perquisition complète de l'abbaye. C'est dans la crypte nord que se confirma la véritable horreur. En soulevant la 5e dalle depuis l'est, comme l'indiquait le carnet, les enquêteurs découvrirent les restes de sœur Marguerite de Beaumont, enveloppée dans son habit religieux avec son bréviaire et son crucifix. L'examen approfondi révéla 6 autres sépultures clandestines. 13 religieuses avaient été assassinées sur 70 ans, toutes pour avoir refusé de participer au trafic organisé par les abbesses successives. Le procès qui s'ensuivit fit scandale dans toute la France. L'enquête révéla un réseau de corruption impliquant de hautes personnalités, nobles de la cour, banquiers parisiens, magistrats corrompus, même certains prélats. Mère Agnès de Fontainebleau fut condamnée à mort et exécutée en place publique à Rouen le 15 mai 1692. Plusieurs complices parmi les religieuses furent condamnés à la prison à vie. L'abbaye Sainte-Clotilde fut dissoute
ses biens confisqués, ses bâtiments partiellement détruits. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Les familles impliquées déployèrent toute leur influence pour étouffer l'affaire. La plupart des documents du procès disparurent mystérieusement des archives judiciaires. Les témoins commencèrent à se rétracter ou à mourir dans des circonstances suspectes. En quelques années, l'affaire de l'abbaye Sainte-Clotilde était devenue un murmure, puis un silence complet. Les nouveaux propriétaires du domaine rasèrent les derniers vestiges et construisirent un château à leur place. En 1806, alors que Napoléon réorganisait l'administration française, un notaire de Rouen nommé Maître Dubois fut chargé de classer les archives religieuses confisquées pendant la Révolution. C'est en triant des centaines de documents entassés dans les caves de l'ancien évêché qu'il tomba sur une malle scellée portant l'inscription « Affaire Sainte-Clotilde, confidentielle ». À l'intérieur, Dubois découvrit les véritables archives du procès de 1692, cachées par des complices pour éviter leur destruction. Mais surtout, il trouva un document final qui révélait l'ampleur réelle du scandale. Il s'agissait d'une confession complète de Mère Agnès, rédigée dans sa cellule la veille de son exécution. Dans ce texte de 23 pages, l'ancienne abbesse détaillait non seulement ses crimes, mais révélait que le réseau s'étendait à plus de 30 monastères et couvents à travers la France. Plus terrifiante encore, elle mentionnait que certains clients du réseau occupaient des positions éminentes à la cour de Versailles, y compris dans l'entourage proche du roi Soleil. C'était cette protection qui avait permis au système de perdurer pendant plus d'un siècle. Selon cette confession, plus de 300 religieuses avaient été victimes du trafic sur une période de 120 ans. Celles qui acceptaient leur sort disparaissaient effectivement vers des vies dorées mais secrètes. Celles qui résistaient, comme Marguerite de Beaumont, étaient éliminées. La confession révélait également que le poison utilisé provenait d'un apothicaire de Paris, complice du réseau, et que les corps étaient parfois déplacés plusieurs fois avant leur inhumation définitive pour brouiller les pistes. Maître Dubois, homme intègre mais prudent, comprit qu'il tenait entre ses mains un secret capable de compromettre de nombreuses familles encore influentes sous l'Empire. Après de longues réflexions, il décida de cacher à nouveau les documents, ne gardant qu'une copie de la confession qu'il dissimula dans ses archives personnelles. C'est cette copie qui fut retrouvée en 1987 lors de la rénovation de l'ancien cabinet notarial, accompagnée d'une note de Dubois, pour que la vérité survive aux puissants qui voudraient l'enterrer à jamais. Aujourd'hui encore, l'emplacement de l'ancienne abbaye Sainte-Clotilde reste marqué par une étrange malédiction. Aucune construction moderne n'a jamais réussi à s'implanter durablement sur ce terrain maudit. 4 châteaux successifs y ont été bâtis depuis 1692. Tous ont été abandonnés ou détruits par leurs propriétaires, qui évoquaient des présences inexpliquées, des cauchemars récurrents et des phénomènes troublants qui rendaient la vie impossible. Les archives départementales conservent les témoignages de ces propriétaires successifs. Bruits nocturnes inexplicables, odeurs de mort qui imprégnaient certaines pièces, sensation constante d'être observé, cauchemars, où apparaissaient des femmes en habits religieux réclamant justice. Les habitants du village voisin évitent toujours de traverser l'ancien domaine après la tombée de la nuit. Ils racontent que par les nuits sans lune, on peut encore entendre le son lointain des cloches de l'abbaye disparue, appelant à matines des religieuses qui ne viendront jamais. Certains prétendent même voir parfois, dans la brume matinale, la silhouette d'une jeune femme en habit noir qui erre entre les ruines, tenant à la main un petit bouquet de fleurs des champs liés par un ruban bleu pâle. Les historiens qui ont étudié l'affaire estiment qu'elle ne représente probablement que la partie émergée d'un système beaucoup plus vaste. Si Sainte-Clotilde a été découverte et démantelée, combien d'autres établissements religieux ont-ils pratiqué ce commerce ignoble sans jamais être inquiétés? Les registres de l'époque mentionnent des disparitions suspectes dans des couvents de Bretagne, de Bourgogne, du Languedoc. Des transferts mystérieux. Des religieuses qui répondaient à l'appel divin vers des destinations inconnues. Des familles qui cessaient brusquement de donner des nouvelles de leurs filles.
La vérité sur l'affaire Sainte-Clotilde éclaire d'un jour sinistre certains aspects méconnus de l'Ancien Régime. La corruption institutionnelle, l'exploitation des femmes, la complicité entre pouvoirs religieux et temporels, l'impunité des puissants face aux crimes les plus odieux. Vous venez d'entendre l'une des histoires les plus sombres et les plus secrètes de l'histoire religieuse française. Une affaire qui révèle comment la respectabilité peut masquer l'horreur absolue. Comment le silence peut devenir complice du crime, comment la vérité peut mettre plus d'un siècle à triompher de l'oppression. Mais une question demeure, troublante et lancinante. Combien d'autres Marguerites de Beaumont reposent encore dans l'ombre de nos vieilles pierres? Combien de secrets similaires dorment dans les archives oubliées de nos institutions les plus respectables? Combien de vérités attendent encore leur résurrection après des siècles de silence forcé? Croyez-vous que tout a été révélé sur cette affaire? Pensez-vous que de tels réseaux ont pu exister ailleurs, dans d'autres établissements, d'autres époques? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres mystères sombres de l'histoire française et partagez cette histoire avec ceux qui apprécient les secrets enfouis du passé. Car après tout, comme l'écrivait Maître Dubois en 1806, la vérité a parfois besoin de plusieurs siècles pour finalement triompher du silence.